suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui Marianne Descamps et Benoît Rabourdin, voilà, pour témoigner avec nous de cet enjeu du télétravail. Voilà, bonjour Marianne. Voilà, alors Marianne, tu es donc DRH de Link.By.Net. Alors Link.By.Net est une belle entreprise de technologie qui développe le cloud et la cybersécurité. Donc d'une certaine manière, vous rendez possible le télétravail pour beaucoup d'entreprises dans le monde. Et tu as mis en place le projet Imagine qui favorise le télétravail pour tous vos sites en France, au Vietnam, au Canada, alors même que vous aviez déjà déployé le télétravail. Tu vas nous en parler tout à l'heure, Marianne. Et quant à Benoît, voilà, après ton parcours de DG chez Nestlé, eh bien, tu as créé Up2Be. Et Up2Be, qui était auparavant, avant le confinement, une start-up qui permettait de connecter des grands voyageurs partout dans le monde, eh bien, vous êtes en train de pivoter avec agilité pour mettre votre technologie au service des entreprises qui ont besoin justement de connecter les collaborateurs qui sont en présentiel ou en distanciel dans cette situation si complexe que nous vivons. Voilà, alors ce webinaire, nous le portons en tant que Turning Point parce que nous considérons vraiment, si vous voulez, que la qualité de vie au travail et le leadership de l'entreprise est au cœur de la performance. Nous sommes un cabinet de coaching international présent en Europe, en Asie, aux États-Unis, avec 200 coachs. On accompagne autant des grands groupes, des startups que des hauts fonctionnaires. Et notre conviction, c'est que finalement, la performance d'une organisation dépend de sa capacité à se connecter, à répondre vraiment à sa raison d'être. Et elle répond à sa raison d'être quand elle a des communautés de leaders qui sont à la fois visionnaires, audacieux et responsables. Et nous, c'est notre vocation de développer ces communautés de leaders responsables, visionnaires et audacieux. Alors, c'est pour ça que nous voulons aborder ce sujet aujourd'hui avec vous. Alors, Zoom, maintenant, n'a plus aucun secret pour vous. Zoom, simplement, je vous invite à utiliser deux choses. Vous pouvez utiliser conversation pour commenter, dire ce que vous souhaitez. Et puis, questions et réponses, vous pouvez poser vos questions. Et tout à l'heure, on prendra un temps pour y répondre tout simplement. Voilà, deux fonctions. Voilà, alors peut-être avant de démarrer cet échange avec Marianne et Benoît, quelques éléments sur finalement ce télétravail. Alors, je vais donc sur ce télétravail, au fond, depuis des années, le télétravail était une flexibilité finalement qu'offraient les entreprises très simplement. Et c'était presque un cadeau pour les jeunes parents ou les célibataires géographiques qui jonglaient entre deux TGV. Avec finalement le confinement, ça a été pour certains une voie de salut, pour d'autres, ça a été une grosse contrainte, mais en tout cas, ça a permis d'assurer la continuité d'activité, autant pour les collaborateurs que pour l'entreprise. Mais est-ce que c'était un vrai télétravail ou est-ce que c'était tout simplement un travail à la maison avec les outils qu'on avait dans une situation d'urgence? On voit bien qu'aujourd'hui, le contexte est différent. Nous sommes en octobre, le lendemain d'ailleurs de l'annonce du président Macron qui invite à pérenniser en fait ce télétravail jusqu'à 3 jours par semaine. On voit bien qu'on est en pleine actualité, même si la date d'aujourd'hui n'était pas tout à fait calée avec les annonces présidentielles. Néanmoins, on voit bien que c'est un sujet aujourd'hui qui est critique parce que chaque entreprise doit finalement penser à sa politique de télétravail et de travail en présentiel. Voilà, c'est un vrai sujet et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu une sorte d'inversion tout à fait surprenante. Auparavant, eh bien, le but c'était finalement de faire venir la maison au bureau. Voilà. Et donc, on avait des baby-foot, on avait des canapés, on avait des conciergeries pour que tout le monde soit bien et reste le plus longtemps possible à la maison, au bureau.
Le télétravail, finalement, c'est presque l'inverse. C'est le bureau qui va à la maison. Alors, à la maison ou dans des tiers-lieux, mais en tout cas, plus dans ce cadre bien codé que sont les bureaux. On voit bien que cette inversion a des conséquences aussi sur le plan psychologique, puisqu'on dit que pendant le confinement, 44% des personnes en télétravail ont exprimé une forme de détresse psychologique, donc ça n'est pas neutre, lié à beaucoup d'éléments, à l'isolement, au stress, au déséquilibre vie pro, vie perso. Donc on voit bien que ce télétravail n'est pas neutre, il soulève beaucoup de sujets. Alors, vous qui nous écoutez, vous êtes beaucoup à la fois de DG et de DRH qui mettaient en place et accompagnaient en fait les managers dans ce télétravail et ce retour aussi au travail en présentiel. Eh bien, on sait bien que cette alchimie est délicate à trouver. Nous avons des clients qui sont passés à 100% à distance. Spotify et d'autres qui ne sont pas nos clients, mais pas mal d'autres, quand même pas mal d'entreprises attendent 2021 pour un retour au bureau. D'autres, depuis mai, ont demandé la totalité des équipes sur site. Quand ceux qui le peuvent, c'est-à-dire les entreprises de services, plutôt l'école blanc qui peuvent le permettre, favorisent plutôt une sorte de mix de 3 jours par semaine. Mais on voit bien que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et d'ailleurs, 2 chiffres sont intéressants. Il y avait 24% des travailleurs français en télétravail pendant le confinement. Donc, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et aujourd'hui, on est à 14%. Donc, il est probable que cela augmente, mais c'est intéressant de voir que c'est loin de toucher la totalité des collaborateurs et des travailleurs français. Alors, avant de continuer et d'échanger, on vous propose un sondage, tout simplement, pour finalement se poser les questions une question que je vous propose. Alors, je partage l'écran. Depuis que vous êtes en télétravail, qu'est-ce que venir au bureau vous apporte de plus? Voilà. Alors, nous vous proposons d'aller sur Internet. Vous tapez menti.com. Vous allez arriver sur une page et vous rentrez ce code 98 33 78 8 et vous répondez tout simplement par quelques mots à cette question. Qu'est-ce que venir au bureau vous apporte de plus? Voilà, et on prend 2 minutes pour que vous puissiez vous connecter, répondre, et puis on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, donc vous êtes en train de remplir avec beaucoup d'éléments intéressants. Qu'est-ce que venir au bureau vous apporte de plus? De la motivation, effectivement, qui est premier, ce côté informel, une présence transformante, intéressant, de l'imprévu, de la créativité, de la socialisation, de l'énergie, du contact humain, de la rapidité, voilà, relation avec mon patron, de la connexion, des rencontres, de la fluidité, des échanges en live, résolution de problèmes, des sourires, même si on peut sourire à distance, un sourire en réel, voilà, du fun, de l'énergie, voilà, beaucoup de choses, et reste finalement en majeur la motivation des échanges informels, de la convivialité, de la créativité et étonnamment la connexion, parce qu'effectivement c'est la connexion physique aussi avec les personnes, ce sentiment d'appartenance qui finalement n'est pas si important, en tout cas tel qu'il apparaît,
C'est intéressant. Voilà, merci beaucoup de vos retours. C'est très riche et ça nous met en tout cas bien en lumière finalement ce besoin d'équilibre entre, voilà, entre donc présentiel et distanciel. Alors, Marianne, si on passait maintenant à ton témoignage, tu as mis en place donc ce projet Imagine pour Link by Net. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? D'où vient-il et qu'est-ce que vous avez mis en place? Effectivement, on a commencé à travailler sur un projet qu'on a appelé Imagine, référence aux Beatles, mais au-delà de ça, c'était plutôt imaginer le futur de nos modes de travail, puisqu'on sortait de cette période de confinement avec cette réflexion de se dire, mais finalement, on a vécu une période imposée, qu'est-ce qu'on a envie d'en tirer? Dans cette logique, j'ai envie de dire, d'amélioration continue, voire de disruption. Est-ce que c'était le moment ou pas d'ailleurs d'avoir un comportement disruptif sur le sujet? En tout cas, ce qu'on avait vu, c'est que pendant 3 mois, dans tous les pays d'ailleurs, on a eu ce changement forcé. On dit souvent que c'est compliqué d'accompagner le changement. Là, on n'a pas eu le choix. Donc, ce mouvement avait déjà été fait. Et l'idée, c'était de capitaliser finalement sur ce mouvement qui avait eu lieu et de se dire qu'est-ce qu'on veut en faire. Bien sûr, l'idée, ce n'était pas de pérenniser ce qu'on avait vécu de manière forcée et il faut le dire en mode survie pendant ces 3 mois, mais plutôt de se dire, dans cette période d'incertitude, qu'est-ce qu'on retient aussi de nos pratiques précédentes et nouveau modèle, quitte à ce que ça soit un modèle d'ailleurs qui soit un petit peu bousculé par l'actualité, puisque on voit les annonces, notamment en France encore hier, hein, chaque jour, il y a des nouveautés. On ne sait pas ce que sera Noël ou au printemps, etc. Donc l'idée, voilà, c'était continuer ce mouvement sous un projet global qu'on a appelé Imagine et qu'on a au final cadré et recentré sur quelques sujets principaux. On a évacué un sujet qui nous avait semblé important, mais dans ce cadre-là, on l'avait évacué, qui était ce besoin de sécurité et de santé, sécurité de l'emploi, santé évidemment au travail. Donc il ne fait pas partie du projet, même si on a en tête que c'est une forte attente qui a émergé du post-confinement. On s'est concentré sur d'autres sujets qui démarrent autour effectivement de la pratique du télétravail et qui entraînent d'autres choses, et notamment la question des lieux de travail, puisque les lieux de travail deviennent finalement l'individu. L'individu se déplace avec son lieu de travail, ou bien le lieu de travail se déplace avec l'individu. On a cité tout à l'heure effectivement l'entreprise ou le domicile, les tiers-lieux, mais les tiers-lieux, ça peut être du coworking, ça peut être les bars quand ils sont fermés, mais ça peut être chez le client, ça peut être dans les transports en commun, enfin, j'ai envie de dire partout où on se déplace avec un téléphone, avec un ordinateur. Et le troisième point qu'on a travaillé dans ce projet, c'est la partie change management, puisqu'in fine, le vrai sujet, c'était moins celui, il y a un sujet matériel, mais il y a aussi un sujet de culture d'entreprise, c'est en quoi ces changements viennent toucher la culture d'entreprise et comment elle doit ou elle ne doit pas évoluer en fonction de tous ces changements. L'idée aussi, c'était de rester acteur de tout ça et de ne pas, j'ai envie de dire, se faire balader par l'actualité et d'avoir une espèce de colonne vertébrale en réfléchissant sur une politique groupe, parce qu'on a une quinzaine de sites à travers le monde avec des réalités sociologiques et climatiques d'ailleurs assez différentes. Mais on voulait voilà, réfléchir sur des guidelines communes et derrière aux managers et notamment aux patrons de zones géographiques. C'est ce qu'on a fait en début juillet pour leur dire, écoutez, voilà, nous, on vous donne un certain nombre de guidelines. Par exemple, sur le télétravail, on veut davantage de flexibilité, mais on veut maintenir le lien social. Qu'est-ce que vous en faites? Sur la partie workplace, on voulait de la modernité, de la sécurité aussi, de la cybersécurité. Et puis, on voulait aussi un aspect économique pour pas que ça soit des couches qui s'empilent d'investissement, mais qu'on s'y retrouve économiquement. Et sur le change, c'était vraiment effectivement accompagner la culture de l'entreprise autour de 2 sujets qui sont l'onboarding et aider les managers, une formation managériale pour les aider sur
les points qui changent dans le management. Voilà. Donc, c'est ça. D'ailleurs, Marianne, tu évoquais sur ces workplaces qu'au Vietnam, effectivement, les personnes qui ont un bureau avec la climatisation ne souhaitent pas vraiment repartir travailler chez elles lorsqu'elles ont un tout petit lieu d'habitation avec leur famille. Donc c'est vrai qu'il y a une grande variation selon les contextes, selon les climats, selon les situations sociales. Et donc, vous avez une volonté d'adapter selon les sites, selon les pays, et ne pas avoir une décision globale, groupe, qui soit uniforme. Hein, Alors complètement, et on a voulu s'appuyer aussi selon la maturité managériale sur les directeurs sur nos direct reports pour qu'ils adaptent aussi en fonction de leur métier. C'est-à-dire que si on dit on voudrait davantage de télétravail, puisqu'on avait déjà une pratique du télétravail un jour par semaine, davantage de télétravail, ça veut dire quoi? Globalement, nous, on est à 3 jours de télétravail par semaine actuellement. Demain, je ne sais pas, mais actuellement, on est sur 3 jours. Et l'idée, c'était de dire aussi aux managers, mais selon votre métier, adaptez les pratiques et faites vos règles à partager avec vos équipes. Je vous donne 2 exemples. On peut avoir des métiers qui sont très front client. Et dans ces cas-là, on demande aux collaborateurs d'être d'abord chez le client, ensuite d'être au moins un jour par semaine sur notre site pour justement garantir ce lien social. Et ensuite, en fonction du temps qui reste, ils peuvent faire du télétravail. Pour la partie RH, un autre exemple, je veux dire à l'autre bout de l'échiquier, j'ai demandé aux équipes d'être présents 3 jours par semaine sur site, puisque par essence, on a besoin d'être alimenté par le contact humain. Alors bien sûr qu'il peut se faire à distance, hein, on a cette habitude-là aussi, mais aussi, vous avez cité dans le nuage de points, le nuage de mots, toute cette partie informelle, toute cette communication qu'on fait par la rencontre physique. Et en fait, les équipes RH sont là pratiquement au moins 4 jours par semaine. Donc, il y a aussi cette conscience individuelle de dire, finalement, selon mon métier, qu'est-ce qui est le plus pertinent, selon les situations. Et d'ailleurs, on a travaillé pour aider dans la réflexion les managers sur tous les cas d'usage qu'on rencontre, c'est-à-dire au travail, c'est-à-dire je produis quelque chose par moi-même. Je fais des réunions d'équipe, je fais des one-to-one, je fais un entretien de recrutement, je fais de la formation, je fais un kick-off projet, enfin bref. On peut détailler toutes ces choses-là. Et en fonction du cas d'usage, où est-ce que c'est le plus pertinent d'être présent? Est-ce qu'il faut être présent chez le client, sur site ou chez moi? Merci, merci beaucoup Marianne. Tout à l'heure, on va revenir aussi sur la formation des managers que tu as mis en place, très intéressante. Et alors Benoît, Up2B, justement, tu travailles toi justement sur la rencontre. Comment vous avez justement pivoté et quel est finalement l'enjeu de la présence et de la distance aujourd'hui? Oui, alors donc effectivement, Up2B, d'abord notre nom Up2B vient des abeilles, hein, puisqu'on on s'inspire fortement du biomimétisme de la ruche, parce que la ruche est finalement l'organisme vivant dans la nature qui communique le mieux. Une abeille qui trouve un champ de pollen, un champ de fleurs exceptionnel, la première chose qu'elle fera, c'est qu'elle rentrera à la ruche, prévenir toutes les autres pour optimiser la récolte et la production, quoi. Donc l'abeille nous inspire. Et effectivement, au départ, Up2B avait pour objectif de finalement supprimer le regret qui se présente assez souvent, qui est le suivant: tiens, si seulement j'avais su que tu étais là, quand on croise un collègue par hasard n'importe où, dans les couloirs de son bureau, à l'aéroport ou ailleurs. Et donc, pour cela, on utilisait à la fois l'intelligence artificielle, on travaillait avec les agences de voyage pour savoir où iraient les uns et les autres, et pour rendre finalement visibles des croisements qui, au départ, sont fortuits, quoi. Voilà. Et en résultat des courses, ça permettait finalement d'effacer des voyages d'affaires et de gagner un temps fou et de profiter, de faire grandir une intelligence collective, finalement, en augmentant les opportunités de rencontre des uns avec les autres. Donc, un de nos motos sur notre cœur de business, finalement, c'était: la présence des uns est un présent pour les autres, et vice-versa. Et ce confinement pour tous, finalement, a ouvert les yeux à chacun sur ce sujet-là. Et on s'est rendu compte que finalement, contrairement à ce que disait Sartre,
l'enfer, ce n'est pas les autres, mais j'en ai besoin. Puisque quand on est privé d'un bien, c'est là qu'on se rend compte de sa valeur, quoi. Donc, non seulement la présence ou la coprésence est un présent, mais c'est même un besoin. Et c'est devenu un besoin quasi quotidien aujourd'hui avec le télétravail forcé et finalement la question que tout le monde se pose, si je vais au bureau demain, qui y sera, quoi. Je ne sais pas si mes collègues y sont, etc. Et c'est pour ça que du coup, sur notre raison d'être fondamentale, qui était la présence le présent de cette coprésence, avec l'actualité qui a fait émerger et qui a forcé ce télétravail finalement tel un tsunami, eh bien, nous sommes donc maintenant, nous nous concentrons, de toute façon on n'a pas le choix parce que les voyages d'affaires sont supprimés, donc nous nous concentrons sur la valorisation maximum dans les entreprises du présentiel. On est convaincu, moi je suis le premier exemple vivant de ça, que le télétravail est vraiment une chance extraordinaire, le télétravail flexible. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est libéré des contraintes spatio-temporelles qui jusque-là pouvaient nous lier finalement. Et donc, effectivement, moi j'ai rencontré plein d'entreprises et il y a pas mal de cadres qui demandent à leur employeur de rester à Nantes, de rester en province, de télétravailler la plupart du temps, quitte même à accepter une baisse de salaire pour avoir une augmentation de qualité de vie, pour cette liberté spatio-temporelle justement. Mais le grand risque, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'énorme risque lié à tout ça, si ce n'est pas bien géré, c'est que finalement, les liens se distendent tellement que la culture s'effrite et que l'entreprise ne signifie plus grand-chose finalement. Et c'est pour ça que donc, notre appli, Up2B a développé une appli qui donc, comme je disais, prend soin pour le télétravail de l'aspect présentiel et de l'aspect rencontre, en travaillant sur 3 dimensions. La première, c'est notre cœur de métier, hein, c'est notre ADN, c'est la dimension communautaire ou collaborative, donc que chacun sache qui sera où et quand, que finalement la connaissance de la présence des collègues au bureau s'élargisse aussi à la connaissance des autres équipes, parce que je ne travaille pas que avec mes collègues, je travaille aussi avec d'autres équipes, bien sûr. Donc l'aspect communautaire, l'aspect logistique, si je dois aller au bureau après-demain et que je m'inscris, est-ce que j'aurai un siège, un poste de travail réservé pour moi? Donc on s'en occupe, parce que effectivement, aujourd'hui, les entreprises saturent à 50 ou 60% la présence à cause de l'espacement sanitaire. Et puis la troisième dimension, eh bien, c'est le pilotage de tout ça, managérial, en intégrant les accords d'entreprise pour pouvoir piloter tout ça de façon coordonnée et bien, quoi. On y ajoute aussi, et on l'a évoqué, les tiers-lieux, une dimension tiers-lieux, parce qu'effectivement, c'est le fameux modèle hub and spoke, en étoile, dont parlent les Américains, qui finalement nous disent, oui, si jusqu'à présent le lieu par défaut c'était le siège social ou la filiale dans laquelle je travaille, aujourd'hui ce télétravail me donne cette liberté spatio-temporelle et je peux aussi me regrouper ou retrouver les autres, mais pas nécessairement au siège si j'habite loin ou autre, mais je peux les retrouver aussi dans des tiers-lieux. Et donc on facilite aussi cette organisation de pouvoir se retrouver ici ou là dans des espaces de coworking en vue de simplifier les choses. Donc une flexibilité maximum, mais en choyant, hein, en prenant vraiment soin du lien humain qui est finalement la concrétisation de la culture d'entreprise. Si le lieu a disparu, si le lieu commun a disparu, il faut absolument renforcer le lien commun. Sinon, tout disparaît et il n'y a plus d'entreprise. Et ça, s'il n'y a plus de lieu, il faut renforcer le lien. C'est clairement, effectivement, l'enjeu aujourd'hui des organisations pour finalement contrebalancer la distance avec de la culture. Voilà. Et donc, effectivement, parce que c'est vrai qu'on voit l'impact sur le management. Et Marianne, tu as mis en place cette formation managériale. On voit bien qu'aujourd'hui, le métier même du manager et du dirigeant est fondamentalement remis en cause par cette nouvelle façon de travailler, ce bouleversement en fait qui est énorme,
Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte que quand on est à distance, on peut très vite finalement avoir un effet de pilotage très orienté sur le delivery, sur la production, en fait, parce que c'est beaucoup plus facile. On ouvre, on a une réunion, on est très efficace. Finalement, on pilote comme ça, chacun bosse de son côté, et puis on avance. On peut avoir le sentiment d'être assez productif, mais le risque que l'on voit, c'est que le manager peut avoir une tendance finalement à micromanager, paradoxalement, alors même que toutes ses équipes sont éparpillées et qu'il ne les a plus sous la main. Et donc, finalement, le grand enjeu, c'est comment le manager qui avait un mode de management un peu de pilotage, de suivi individuel en présentiel, va être capable de changer de posture pour être capable de donner un sens, finalement, d'abord de travailler sur la vision, sur le sens de son travail. Ce qu'on observe en coachant pas mal de personnes aujourd'hui, c'est que finalement, le sens au travail est remis en cause. C'est vrai que, ou en tout cas est fortement questionné. D'une certaine manière, quand je suis dans un environnement avec mes collègues, au bureau, les réunions qui s'enchaînent, etc., bah, finalement, on sait ce qu'on vit et puis pourquoi pas, ça avance. Quand on est chez soi, quand on nous donne un objectif de réaliser tel dossier, finalement, on se pose la question, mais ce dossier, à quoi il sert vraiment? Vraiment, à quoi il sert? Et donc, la question est plus vive du sens même de ce que je fais. Et à la limite, c'est une bonne chose, parce que finalement, ça invite à reposer vraiment la clarté de ma finalité. Mais donc, ça invite aussi particulièrement le manager à changer, passer d'une posture souvent de command and control, pilotage, en suivant les moyens d'action, en fixant des objectifs, en donnant le sens et en donnant de l'autonomie. Et c'est loin d'être une évidence, parce que ça demande chez le manager un acte de confiance et un suivi également beaucoup plus fort, c'est-à-dire de ne plus être simplement dans le suivi sur ses moyens, mais aussi dans l'attention à la personne, dans le soin aussi. Donc, c'est finalement une invitation à porter la vision, à être dans le soin, à fixer des objectifs. Finalement, un travail beaucoup plus de leadership que de management opérationnel beaucoup plus serré. Et j'ajouterais aussi, donc ça c'est très clair, et j'ajouterais aussi que pour le manager, en quelque sorte, ce questionnement sur le sens, c'est aussi un questionnement sur la présence par rapport au présentéisme. Hein. C'est vrai que le fait de se rendre sur un lieu, le lieu de travail finalement, qui devient une routine, quoi, le fameux métro boulot dodo, hein, fait rentrer dans cette routine une espèce de confusion entre présence et présentéisme. Et si bien que finalement, je considère que j'aurais eu une journée de travail à partir du moment où je serais allé au bureau, ce qui n'est pas forcément vrai. On peut très bien aller au bureau et tout faire sauf travailler, quoi, ou travailler juste à temps partiel tout en étant présent. Donc c'est le problème du présentéisme. Et ce problème, d'un seul coup, s'évapore si demain, je ne vais plus au bureau, mais que je travaille depuis la maison. Puisque forcément, à la maison, il n'y a pas de sujet de présentéisme, il y a par contre un sujet de présence à ma tâche et de présence à mon écosystème, aux collègues, etc., à distance et compagnie. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de changement de centre de gravité par rapport à ce que tu disais, Olivier, au management de proximité, qui devient un management à distance, mais où chacun est plus engagé finalement face à sa conscience et à sa propre conscience professionnelle, personnelle, par rapport à sa tâche, quoi. Et donc, ça vient déstabiliser, mais ça peut être extrêmement positif, parce que plus chacun se responsabilise et donc prend en charge ce qu'il doit faire, bah, plus le rôle du manager est léger et plus un rôle d'orientation, quoi. Donc, c'est assez intéressant comme phénomène. Et c'est un grand shift, ça. C'est Ouais. une belle mutation. Marianne, tu as mis en place justement cette formation managériale. Sur quoi tu as insisté particulièrement? Alors, en fait, pour reprendre un petit peu ce que tu disais, ce qu'on a constaté, c'est que ça remet un peu les fondamentaux du manager en valeur, et on s'aperçoit aussi qu'il y a pas mal de choses
qui aurait dû être fait précédemment, c'est-à-dire donner de la vision, manager par les résultats, etc. C'est des fondamentaux, en fait, qui parfois se délitent un petit peu. Donc, moi, je prends ça plutôt comme une chance qui nous est arrivée. C'est-à-dire qu'on s'est reposé toutes ces questions en disant, mais finalement, c'est quoi l'essence du manager? Est-ce que c'est juste de relever des compteurs? C'est quoi? Et donc, c'est cette réflexion qu'on a eue, et aussi en se disant, finalement, le sujet, ce n'est pas tellement le management à distance, c'est le management d'équipe hybride. C'est-à-dire que, c'est un peu ton travail aussi, Benoît, hein, c'est de dire qu'on a des équipes éclatées et avec un risque d'inéquité de traitement, finalement, avec les personnes qu'on a tout le temps sous la main et les personnes qui sont un peu plus à distance. Et donc, ça veut dire que ce qu'on va demander aux managers, c'est d'organiser tout ça pour donner les mêmes moyens à tout le monde. Et donc, en fait, on a travaillé sur 3 sujets, en prenant d'abord la partie émergée de l'iceberg, qui est quels sont les rituels managériaux sur lesquels il faut être intransigeant, enfin exigeant, et qui traite à la fois de l'individuel, à la fois du collectif. Le collectif étant effectivement un petit peu plus compliqué parce qu'on s'aperçoit qu'on a tous mis en place des points informels d'une demi-heure par semaine, café, machin, etc. Et que si ce n'est pas animé, en fait, ça se délite. On a un vrai effort de mise en place et d'animation sur la durée. Donc, quels sont les rituels? Et dans les rituels, il y a aussi se préoccuper de l'autre, le comment ça va. On a la chance, on a un outil mensuel de questionnaire sur le comment ça va, mais le poser vraiment, on le ferait auprès d'un café, mais voilà, se poser la question comment ça va même physiquement en termes d'isolement, etc., se préoccuper de ça. Donc, première phase, tous les rituels qu'on réinterroge par rapport à ces situations hybrides. Et si on descend un petit peu dans l'iceberg, on s'est reposé la question effectivement de donner de la vision. Quels sont les enjeux finalement de mon équipe au regard des enjeux de l'entreprise et comment collectivement et individuellement on y contribue. Et ça se décline, ce n'est pas du tout ésotérique, hein, ça se décline avec des objectifs, avec des KPI sur lesquels on va demander à chacun de donner de la visibilité. Et là, j'en viens à mon 3e point, qui est la partie peut-être la plus basse de l'iceberg, qui est la question de la confiance, effectivement, et qui est de se dire comment on met en place une relation de confiance, mais dans les 2 sens. C'est pas seulement on va faire en sorte que le manager fasse confiance avec un présupposé de confiance aux collaborateurs et à ses équipes, mais aussi comment il crée les conditions de cette confiance. Donc, comment le manager va donner tous les éléments possibles à chacun de son équipe pour qu'ils deviennent autonomes et compétents sans avoir besoin d'être toujours sous son aile à proximité. On a relevé 5 points qui sont la connaissance de l'organisation de l'entreprise, de sa culture, enfin, la connaissance de l'entreprise. Le second, qui est la connaissance de son métier, évidemment. Le réseau interne. Comment il se constitue son réseau interne, notamment quand il est arrivé il n'y a pas très longtemps. On a tous vécu des onboardings pendant le confinement qui étaient créatifs. 4e point, qui est la connaissance des process internes. Et le dernier, qui est la connaissance et la maîtrise de l'outillage interne. Donc là, le manager, il doit créer toutes ces conditions qui permettent à chacun d'être autonome. On travaille aussi sur tout ce qui est les do's et les don'ts de la confiance. Qu'est-ce que je fais qui crée ou pas la confiance? Mais dans l'autre sens, dire aussi à chaque personne de son équipe, mets en place des choses qui me permettent d'avoir confiance en toi. À commencer par la visibilité donnée à ton travail, mais aussi au fait que tu sois au bon niveau des attentes du métier, parce que c'est ça qui permettra aussi d'alimenter cette confiance réciproque. Donc voilà, il y a les 3 leviers, rituels managériaux, management de la performance par les résultats plutôt que par le micromanagement, et le lien de confiance à nourrir. Voilà, et tu parles, Marianne, effectivement des onboarding, donc des nouveaux arrivés. Il est clair que ceux qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, qui connaissent ses codes, ses réseaux, ont un atout. C'est-à-dire que c'est plus facile pour eux parce qu'ils savent qui appeler. Ceux qui arrivent, effectivement, il y a une attention toute particulière à leur porter pour les intégrer parce qu'ils n'ont pas ce réseau, ils n'ont pas ces connaissances, ces outils, etc. Donc, c'est une vraie attention très, très particulière. Alors, effectivement, tu évoques ce management hybride qui est bien particulier parce que c'est ni un management présentiel, ni un management full distanciel qu'on a eu d'ailleurs durant le confinement. Aujourd'hui, on est hybride avec des équipes qui s'alternent. Donc, en fait, on a rarement, voire jamais, l'équipe entière en présence ou à distance même.
Donc, c'est clair que ne pas pouvoir dire une parole commune à toute l'équipe, ce n'est pas neutre pour un manager, dès lors qu'il veut créer un sentiment d'appartenance, dès lors qu'il veut créer une collaboration au sein de l'équipe. Sinon, le risque, effectivement, c'est d'arriver sur un management très one-to-one. Je manage finalement chacun, mais je ne crée pas une dynamique collective suffisante. Voilà. Néanmoins, il y a quand même des leviers, en fait. Et c'est aussi, tu disais, c'est une opportunité pour se re-questionner sur son travail, pour re-questionner finalement les compétences et la posture du manager et du leader. Aussi, troisième élément, c'est une opportunité pour réinventer de nouvelles façons de collaborer ensemble, soit en présentiel, soit en distanciel. Et aujourd'hui, il y a des outils quand même qui sont assez incroyables et qui permettent de partager aussi de la créativité, du collectif à distance. Et donc, la question, c'est qu'il faut savoir les maîtriser, il faut savoir vraiment les utiliser et ce n'est pas toujours donné. Donc, ça demande aussi une montée en compétences pour compléter finalement ce panel de compétences. Alors, nous avons quelques questions et j'ai envie de vous les poser puisque ça sera, voilà, questions posées par tous nos auditeurs. Alors, Marianne, ça te concerne. Une personne demande pour le projet Imagine quelle a été la méthode de travail, notamment est-ce que vous avez utilisé des ateliers d'intelligence collective à distance donc. Alors oui, alors déjà ça a commencé pendant le confinement. On a tous fait dans les 4 zones géographiques qu'on a des questionnaires à tout le monde pour voir comment ils vivaient le confinement, ce qui leur manquait et les opportunités que ça créait. Avec des commentaires parfois drôles. Donc, c'était un point d'appui au démarrage finalement de cette réflexion fin avril, à peu près, fin avril, début mai. Oui. Et ensuite, il y a eu une phase juin qui est vraiment le cadrage du projet. Donc ça, moi, je suis allée voir différentes parties prenantes, que ce soit bien sûr les différents les RHPI, mais aussi la sécurité, la technologie, enfin, tous les aspects technologiques, la DSI, les partis locaux, donc les services généraux, les achats, la finance, et les patrons de métier. Donc, déjà, pour circonscrire le sujet, ça m'a pris quand même un mois avant d'établir justement les guidelines et qui a été validé en CODIR. Donc, c'est vraiment un sujet d'entreprise et un sujet, j'ai envie de dire, de culture d'entreprise qui a été validé en COMEX. Et à partir de là, les pays ont été onboardés, j'ai envie de dire, officiellement avec un cadrage où on leur disait les différentes questions sur lesquelles ils étaient attendus et sur lesquelles on attendait qu'ils reviennent vers nous en fait fin septembre, début octobre. C'est assez précis dans les questions et les guidelines étaient assez générales. Et ensuite, donc ça a été partagé à chaque patron de pays avec son RH. Et ce qu'on leur a demandé, c'est que chacun s'appuie soit sur des ateliers, soit sur des questionnaires internes. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait des ateliers, ils ont tous fait des ateliers et la zone Europe a fait un questionnaire en plus. L'idée, c'était d'élargir pour déjà être concret, onboarder sur le sujet et puis être créatif. Donc ça a été fait en juillet. Et ça a été poursuivi finalement jusqu'en septembre. Et en septembre, ils sont venus nous présenter, donc le patron de chaque zone plus son RH, sont venus nous présenter en COMEX le fruit de leurs recommandations. Et ça, c'était donc la semaine dernière, enfin il y a 10 jours. Et la semaine dernière, on a resynthétisé en COMEX pour dire nous, sur quoi on veut valider ou pas. Il y a plein de trucs sur lesquels on n'a pas besoin, il déroule voilà, comme il le souhaite, mais il y a des choses sur lesquelles on a souhaité donner une validation. Et donc, c'est cette synthèse que j'envoie cette semaine à tout le monde en se disant c'est quoi la roadmap pour les 6 prochains mois et c'est quoi le ROI attendu, en tout cas les résultats attendus qu'on verra dans 6 mois. Et donc, on se donne tous rendez-vous fin mars pour faire un bilan et ajuster. Merci. Voilà. Non, mais merci Marianne. En tout cas, tu nous dis 2 choses. Tu nous dis que c'était très bien structuré dans le process de co-création, de pilotage.
et avec de l'autonomie donnée au local. Et ça répond aussi à des commentaires qui sont exprimés. C'est comment bien articuler le fait de donner un cadrage global et aussi une autonomie au niveau des entités locales et du manager aussi au niveau de son équipe. Donc ça, c'est une bonne adaptation qu'il faut trouver pour à la fois responsabiliser le local et assurer aussi une cohérence et une sécurité aussi des personnes. Donc merci Marianne sur cet élément. Alors, on pourrait se poser la question aussi de fait de la culture d'entreprise. Alors, à votre avis, quel est l'impact de cette vague de télétravail, de cette invention finalement d'une alchimie aujourd'hui, mettons 3 jours l'un, 2 jours l'autre, ça aura quel impact sur la culture d'une entreprise et donc le sentiment d'appartenance? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors, moi, ce que je pense, c'est que si la partie informelle, hein, dans les mots-clés là, qui ont émergé du questionnaire, j'avais noté, on avait noté l'aspect imprévu, l'aspect informel, l'aspect énergie, motivation, créativité, fluidité, et puis même débloquer des sujets. C'est les principaux mots qui ont été énoncés. Euh, Tous ces points-là sont très difficiles, toutes ces qualités, enfin tous ces adjectifs, tous ces sujets sont très difficiles à maintenir dans un cadre trop formalisé, trop formel. Et je pense que seule la présence, le hasard des rencontres, en fait, on peut le résumer dans la machine à café finalement. Seule la machine à café ou la pause clope avant permettait de nourrir tous ces sujets. Je rencontre fortuitement, c'est imprévu, telle personne, tiens, ben, ça tombe bien, je vais pouvoir débloquer ce sujet que si je n'avais pas rencontré cette personne, il aurait fallu faire un mail avec copie 10 personnes et ce sujet qui n'était pas forcément grave ou dramatique aurait pu prendre des dimensions un peu trop importantes, par exemple. Donc, tous ces imprévus, toutes ces rencontres fortuites, tout ce qui fait cette informalité, si tout cela disparaît, c'est finalement la culture d'entreprise qui est véhiculée. Je veux dire, on sait bien que la machine à café est le lieu par excellence de communication de l'entreprise, où toutes sortes de communications circulent, informelles comme formelles. Et que si on n'a plus cette machine à café, ce qui est le risque actuel, on perd le lien qui fait la vie de l'entreprise, en fait. Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, Benoît, même l'étymologie de compagnie, hein, comme pané, c'est ceux qui partagent le pain. Et il n'y a rien de plus concret que le pain. Donc, effectivement, on peut dire que ce qui fait compagnie, c'est une expérience de proximité. Et on dit ça dans une situation où précisément il nous faut garder une distance physique. Donc c'est peut-être paradoxal, mais c'est important de l'avoir en tête parce qu'on ne peut pas faire fi probablement. Alors même, et on pourrait aussi, et tu es dans la technologie Benoît, mais que demain il y aura les hologrammes, il y aura les représentations 3D, donc on va pouvoir visualiser ses collègues comme si on était dans la même pièce au bureau et on sera chez soi avec simplement écouteurs et casque 3D. Est-ce que cette technologie va pouvoir compenser la totalité de cette présence fortuite que tu évoquais? Probablement en partie et probablement pas complètement. C'est très piégé ça, parce que effectivement, paradoxalement, c'est grâce à la technologie qu'effectivement, pendant le confinement total, on a gardé le lien, quoi. Donc c'était un outil essentiel et voilà, on peut se faire ce webinaire c'est vraiment génial de pouvoir se voir comme ça. Mais paradoxalement, ce lien, comme tu le dis, est pas complet. Enfin, je veux dire, les écrans plats ne donnent pas le relief de la relation, hein, finalement. Et c'est ce relief qui, si ça me nuise petit à petit par manque de présence réelle les uns aux autres, risque de distendre véritablement la relation authentique à l'autre. Et finalement, créer je veux dire, on sera obligé de se donner un rendez-vous visio pour traiter tel ou tel sujet. Si on est plusieurs dans la visio, tout de suite, il y a un sujet d'image au sens propre. Et donc, ce que j'appelle l'hyperformalisation des écrans dans la relation, qui font que tous ces aspects que je citais tout à l'heure, que vous citiez tous tout à l'heure,
l'informel, l'imprévu, la sérendipité, créativité, etc., vont s'évaporer. Et voilà, ça c'est la chose contre laquelle il faut absolument faire de la résistance. Sinon, c'est… Ouais, à la fois… Pardon. Vas-y, Marianne. Non, à la fois, je réagis parce que euh, je pense que, au contraire, les écrans ont apporté beaucoup de spontanéité qui n'était pas complètement anticipée, puisque, comme tu disais, Benoît, hein, on a introduit, ou Olivier peut-être, on a introduit finalement le travail à la maison plutôt que de mettre le travail sur site. Et moralité, on en sait beaucoup maintenant sur la vie privée de chacun. On sait qu'il a un chat, on sait qu'il a des enfants, on sait qu'il a peut-être été à la campagne faire son confinement, etc. Il y a des personnes qui se relâchent un petit peu, alors peut-être que dans les sociétés informatiques, peut-être que les personnes ont moins de barrières, enfin moins de filtres qu'ailleurs, mais malgré tout, on a vu des personnes se relâcher même un petit peu physiquement aussi, voilà, être dans leur canapé assez confort. Enfin bref, une espèce de spontanéité qui s'est introduite différemment. Alors évidemment, ce n'est pas la même chaleur, ce n'est pas la rencontre improvisée, etc. Je pense qu'on a appris à connaître les uns les autres un peu différemment. Oui. Mais c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir justement ces deux regards. Soit on est effectivement à hyperformalisation de l'écran, soit aussi intrusion, ou en tout cas entrée de mes collègues de bureau dans ma vie personnelle. Et donc, effectivement, ils découvrent des choses qui jusque-là étaient assez cachées, en tout cas. Et donc, effectivement, on entre davantage dans la vie des autres. Ça, c'est ô combien vrai. Alors, on a aussi une personne qui interroge la question de l'hyperconnexion, en fait, parce que, OK, la technologie peut faire des merveilles, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'overdose et donc des conséquences mentales, voire physiques, sur les collaborateurs à terme. Et donc, comment gérer ça? Voilà, à la fois utiliser les outils et veiller à cette hyperconnexion et donc par conséquent à la déconnexion et à gérer aussi ce stress qui est essentiel pour travailler en équipe. Et voilà. Qu'est-ce que vous en En fait, je pense qu'il y a plusieurs sujets dans cette hyperconnexion. Il y a le sujet qu'on est quand même toute la journée derrière un ordinateur et j'ai des souvenirs, moi, pendant le confinement, de 14 heures de casque sur la tête et il y a une espèce de rejet même pratiquement physique. Hein. Donc, je pense qu'on a un travail à faire sur la qualité déjà du matériel qui est mis à disposition des personnes chez elles. Donc, il y a une question, je veux dire, physique, hein, et le fait est qu'être tout le temps devant un écran dans sa journée, c'est quand même… Enfin, il y a un sujet dont on ne connaît pas complètement les conséquences, je pense. Et puis, il y a un sujet aussi du temps de travail, c'est-à-dire de présence, comme Benoît le citait tout à l'heure, et que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué de s'arrêter de travailler et que finalement, on s'arrête peut-être pour dîner, puis on va reprendre après, et puis des pauses déjeuner qui n'en sont pas. Et ça, le manager n'est pas là pour encourager au quotidien en disant allez, hop, tout le monde, hop, il est temps de plier bagages, ou bien on va tous déjeuner ensemble, comme ça oblige tout le monde à faire une pause. Ça, on n'a pas, et d'où l'intérêt de prendre soin de l'autre quand on est manager et de poser la question du comment ça va, de poser une espèce de discipline aussi. On n'envoie pas des mails à 22h40, etc. Encore plus que ce qu'on faisait avant, parce que là, il n'y a plus de garde-fou, et ça part d'une bonne intention, évidemment, de chacun d'être investi, et on ne peut pas le reprocher. Mais si, en fait, on peut leur mettre des garde-fous pour aider, en fait, sur la santé mentale. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne mesure pas encore les conséquences. Il y a un truc qui est frappant aussi, c'est que si tout l'événementiel, je discutais avec d'autres entreprises, si tout l'événementiel est supprimé parce qu'on peut se réunir à trop nombreux, etc., il y a une très forte demande de quand même se retrouver entre collaborateurs. Et dès qu'il y a une occasion de pouvoir avoir un temps ensemble, pas nécessairement un temps exceptionnel, mais juste une présence, en fait, une coprésence les uns aux autres, les gens, enfin les collaborateurs sont heureux de répondre présent, justement.
Et ça, c'est très impressionnant. Hein. C'est un peu le retour de balancier de l'isolement, quoi, en fait. Et donc, c'est une espèce de présence, pas forcément utilitariste du tout, pas pour nécessairement bosser, mais juste pour être avec, en fait. Le fameux cum de compagnie. Et c'est très impressionnant de voir ça au sein des entreprises. Et c'est vrai que pour beaucoup, en fait, l'entreprise est vraiment le lieu social par excellence, quoi. Donc, on peut comprendre qu'il y ait ce transfert et ce besoin, en fait. Voilà. Et là, on parle, et vous évoquez cette attention à l'autre, maintenir ce lien malgré la distance, se pose aussi pour qui? On a parlé des managers, managers de proximité, managers de managers, dirigeants. Une question interroge sur finalement la direction générale. Que fait-elle dans tout ça? À part définir des grandes règles, quelle posture, quelle attitude, quelle qualité ces directeurs généraux, directrices générales doivent porter aujourd'hui, particulièrement dans ce contexte de crise avec ces équipes hybrides. Voilà, finalement, est-ce que ça change en fait, ce leadership de direction générale? Nous, c'est vrai qu'on en coach aujourd'hui un certain nombre. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon d'être, en tout cas, première piste en tout cas que l'on peut voir, c'est que la façon d'être n'est plus la même. On ne peut plus voilà, se raconter des histoires dans le comité exécutif, puisqu'il n'y a plus de comité exécutif en présentiel, donc il est basculé à distance. Et donc, en fait, ce qu'on a dit pour les managers, il est aussi vrai, sinon plus, pour les DG. C'est-à-dire comment prendre soin, alors qu'habituellement, justement, ils étaient plutôt dans une vision très large. Ils avaient des équipes pour accompagner, mais comment vraiment prendre soin, comment être proche, comment à la fois penser du moyen long terme, donc anticiper le basculement, l'évolution du business model, donc les grandes ruptures économiques et sociales en fait que va vivre l'entreprise et l'ensemble de la société, et à la fois être amené à des choix parfois d'arbitrage que Marianne tu as évoqué d'ailleurs, où il faut aujourd'hui gérer, suite aux annonces du président Macron hier soir, eh bien, tous les DRH, tous les DG sont sur le pont pour se dire qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on bouge pour s'adapter, et c'est le cas dans tous les pays. Donc on voit bien que finalement dans cette situation de complexité, d'incertitude, ça challenge aussi très très fortement en fait la direction générale dans sa posture de leadership pour donner à la fois la vision, gérer le quotidien, donner du sens, garder le lien. En fait, il y a cette partie-là, Olivier, et dans l'autre sens, c'est comment la direction générale, qui est parfois, j'allais dire un peu perchée, pardon, hein, mais on en fait aussi partie, mais comment il garde ce lien et cette, pas seulement proximité, mais les chakras ouverts pour se laisser imprégner aussi de ce qui se passe réellement dans l'entreprise, comme il doit le faire aussi avec ses clients, pour se rendre compte réellement des attentes des clients. Alors, c'est là aussi, nous, le rôle des DRH, hein, c'est de sensibiliser. On n'est pas les avocats des salariés, mais malgré tout, je pense qu'on est un bon vecteur parmi d'autres pour remonter. Et puis nous-mêmes, il faut qu'on soit attentif à nos capteurs sociaux. C'est un peu moche, mais c'est l'idée. Pour se dire, est-ce qu'on n'est pas dans notre bulle là à aller sur la Lune, et puis en fait, personne ne suit. Et donc, ce risque de ne pas se rendre compte de l'état des équipes, enfin, le leadership, c'est chouette, mais il faut quand même entraîner vraiment les autres et s'assurer, faire un peu des retours terrain pour s'assurer de la réalité et est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on est toujours bien aligné pour aller réellement ensemble sur la Lune. Et ça, je pense que nous, on a un rôle à jouer, DRH, managers intermédiaires, pour assurer cette cohésion. On a un vrai enjeu de cohésion en 2021-2022. Et ça fait écho, Marianne, tu dis, il n'est pas que leader perché, mais j'oserais dire que le leader, certes, il porte la vision, mais il est proche de ses équipes, comme tu le dis à juste titre. Donc ça fait vraiment pleinement partie de ce rôle de leader, absolument. Benoît, tu veux réagir là-dessus? Toi qui as été aussi DG d'ailleurs dans ton ancienne vie, comment tu aurais réagi? Difficile évidemment de réinventer
comment réagissent aujourd'hui, finalement, un DG dans son leadership? Alors effectivement, je pense que je crois que c'est très juste. C'est extrêmement important que les leaders puissent savoir si les équipes suivent derrière, puisqu'on ne les voit plus, quoi. Donc, est-ce que je les ai distancés? Est-ce que je vais dans la bonne direction et compagnie? Et est-ce qu'ils adhèrent, en fait? Et là, je crois qu'encore une fois, il faut démultiplier les passerelles humaines et les possibilités finalement de contact et de lien pour pouvoir jauger de ça. Parce qu'on ne peut pas le jauger juste sur du déclaratif à travers un email ou des choses comme ça, même si c'est important, hein. Et pour ça, voilà, moi, j'aimais bien croiser dans l'ascenseur tel ou tel que je voyais moins que d'autres, qui ne faisaient pas partie de mon équipe directement, et voilà, que je ne voyais pas nécessairement quotidiennement, et d'avoir cette conversation, encore une fois, à la machine à café ou à la cantine, quoi. C'est ça la prise de pouls de proximité que rien ne remplacera jamais, hein. On peut très bien faire du déclaratif qui soit totalement à côté de la vérité quand son boss vous pose une question. Alors que quand on l'a en face de soi, au moins le body language exprimera ce que la personne ressent vraiment, même si elle a du mal à exprimer, quoi. Donc, l'aspect contact humain, présence et réel, qui va se raréfier, doit être maintenu. Ça me semble être capital. Sinon on ne saura pas où se trouvent les gens. Alors, merci Benoît. Peut-être nous allons conclure maintenant notre échange. Est-ce que vous voulez partager 1, 2, 3 conseils très courts pour ceux qui mettent en place aujourd'hui et accompagnent le télétravail? Oui, alors moi, ce que je peux dire, c'est que donc, depuis cette distanciation, très clairement, j'essaye de maintenir un lien, ne serait-ce que téléphonique, en s'appelant régulièrement on n'est pas nombreux, donc c'est facile, mais avec tel ou tel, pour savoir comment ça va, comment les choses avancent, et pour reproduire un peu la machine à café, mais de façon très fréquente, par un petit coup de bignou, en disant, tiens, alors quand s'est passé ton meeting, puisqu'on connaît l'agenda des autres, hein, encore une fois, on n'est pas très nombreux, et prendre des nouvelles comme ça, et moi-même donner de mes nouvelles quand j'ai eu une rencontre avec quelqu'un ou un sujet qui a éclos, quoi. Donc, démultiplier les contacts informels. Des contacts informels. Merci Benoît. Marianne? Alors, moi, je dirais que 2 choses. La première, c'est à la fois donner un cap et être agile. Bonne chance. C'est-à-dire, voilà, à la fois se projeter, mais se dire, on peut peut-être y aller un peu en zigzag en fonction aussi de l'actualité pour ne pas rester rigide. Et le deuxième point, c'est actuellement, dans beaucoup d'entreprises, c'est la période des budgets et c'est l'occasion de donner justement un peu de vision, de la vision, un peu de perspective aussi. Et je crois que on le disait, hein, pour donner du sens. Et en plus, aujourd'hui, je crois que tout le monde a besoin de se projeter au-delà des réflexes de survie qu'on a depuis mars quand même. Merci, merci Marianne. Voilà ce qu'on a exploré ensemble, hein. Tout d'abord, témoignage de ce projet Imagine, de cette innovation aussi technologique Up2Be pour favoriser la rencontre en présence, ensemble. Et puis, on a exploré cette nouvelle posture des managers et d'équipes hybrides. On voit bien qu'ils demandent accompagnement, formation pour être en proximité de leurs équipes, pour porter aussi du sens, pour piloter par des objectifs et pas par les moyens. Et puis tout l'impact sur la culture d'entreprise, comment finalement garder le lien, le sentiment d'appartenance, alors qu'on peut vite être éclaté, vite distancié finalement, avec cette réinterrogation sur le sens même de son travail. Alors on a entendu des mots, et je vais partager mon écran, des mots importants comme voilà, comme au fond, voilà, finalement, alors, finalement quatre éléments enfin, qu'on peut retenir. Hein, tu l'as dit, Marianne, c'est tester le réel avant de généraliser les règles. Voilà, donc c'est vraiment expérience terrain. Toujours imaginer des moments partagés conviviaux dans les règles de la distanciation physique, mais en fait garder cette convivialité. Ça peut être seulement à 3-4,
mais comment imaginer, voilà, en sachant que finalement ce retour au bureau oblige à quelque chose de beaucoup plus finalement intense. Si je reviens au bureau, alors j'ai envie que ce soit super intéressant, efficace, engagé, et donc ça oblige à repenser la qualité de la collaboration en présentiel. Et puis, évidemment, responsabiliser les managers vis-à-vis de leurs équipes. Ils ont les manettes, ils ont des marges de manœuvre pour mettre en place ce qui va bien avec leurs équipes. Et puis, former au management de la distance parce que ça ne s'improvise pas. Ça demande comment être plus dans le sens, dans l'accompagnement que dans le contrôle. Ça demande un vrai détachement, une prise de risque aussi pour créer de la confiance. Voilà, c'était notre échange d'aujourd'hui sur le télétravail qui révolutionne la vie au bureau et qui nous interroge tous parce que c'est une nouvelle page que nous inventons ensemble. Nous sommes en octobre 2020 et nous savons qu'en novembre, décembre, dans cette année 2021, eh bien, beaucoup de choses vont aussi se construire. On apprend. C'est une crise avec aussi ses opportunités pour se remettre en cause et pour se développer à la fois individuellement et aussi collectivement en tant qu'organisation. Alors, rendez-vous pour notre prochain webinaire. C'est donc le 26 novembre sur un thème passionnant sur la question de la réinvention de l'outplacement. Certaines personnes vivent cette transition et comment passer d'une vision de la carrière à la mission, à la vocation, à ce que je porte plus que tout. Voilà, c'est la réinvention de l'outplacement. Donc, coaching de transition, rendez-vous le 26 novembre à 11 heures. Nous espérons en tout cas que cet échange de ce matin a été intéressant, vous a apporté aussi des pistes et en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin. Merci et très bonne journée à vous. Au revoir.